et bienvenue sur le plateau de Charente Libre pour un nouvel épisode de C'est l'invité. Désertification médicale, souffrance de la médecine de ville, revendications financières, isolement aussi des médecins. Les médecins généralistes sont en colère et nous accueillons aujourd'hui pour en parler le docteur Gilles Raymond, président de MG16, le principal syndicat de médecins généralistes en France et en Charente. Bonjour et bienvenue docteur Raymond, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous avez manifesté le 14 février dernier, ce n'était ni par amour ni contre la réforme des retraites. Pourquoi aujourd'hui les médecins généralistes sont-ils en colère au point de fermer leur cabinet et de descendre dans la rue ? Eh ben aujourd'hui, les médecins généralistes sont en colère parce qu'ils sont très inquiets pour l'évolution de la prise en charge de la santé des gens en France, parce que les gouvernements proposent des lois actuellement qui vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire, parce que la sécurité sociale veut venir imposer des choses également. Tout cela va venir aboutir qu'à deux choses. Des médecins qui vont arrêter de travailler et puis des jeunes qui ne vont pas venir s'installer. Ce jeudi, l'assurance maladie a proposé de passer la consultation à 30 €. Est-ce que c'est une proposition qui vous satisfait ou pas ? Elle a proposé de passer la consultation à 30 € dans le cadre d'une contrainte, c'est-à-dire pour les médecins qui s'engageraient dans le cadre d'un contrat d'engagement territorial. Donc avec des contraintes... Lesquelles ? C'est des contraintes qui sont établies par des technocrates, en fait, qui calculent à la calculette qu'il y a tant de patients qui n'ont pas de médecin, donc ils font une règle de 3 pour dire que, avec les médecins restants, on va en mettre tant, il faut que chaque médecin en prenne tant. Des contraintes de prise en charge de patients, des contraintes de participation à la garde, voilà. Donc, ce sont des contraintes On vous propose travailler plus pour gagner plus ? Non, on nous propose de travailler beaucoup plus sans gagner plus. D'accord. Vous, votre demande, c'est quoi ? Parce que je suppose que ce n'est pas qu'une question financière. Nous, on pense que le problème est beaucoup plus global. Voilà, on part de très loin. L'État a repris la main sur la gestion de l'état de santé et de la santé en France depuis plus d'un quart de siècle. Voilà. On voit où on en aboutit aujourd'hui. Il faudrait enfin qu'on écoute les professionnels, parce que toutes ces décisions et ces propositions sont faites sans aucune discussion avec les professionnels. Il faudrait vraiment qu'il y ait un plan d'investissement global dans la médecine et dans la médecine générale en particulier. Avec quels éléments, par exemple, concrètement, sur votre cabinet, ce plan d'investissement se traduirait comment pour vous ? Pour redonner envie à un jeune médecin terminant ses études de vous rejoindre, par exemple ? On a besoin de redonner du sens au travail. Et pour avoir du sens au travail, il faut qu'on récupère du temps de soins. Aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps administratif. Une consultation sur 2 ou sur 3, dans mon cabinet, se finit avec une demande de certificat médical, qui est parfois complètement inutile. Des certificats pour la cantine, pour la crèche, des certificats d'arrêt de travail, pour des maladies très courtes, des certificats pour faire du yoga ou jouer aux échecs. Voilà, c'est complètement ubuesque, tout ce temps. Vous allez me trouver provocateur, mais à un moment, à une époque, c'est votre corporation, c'est vos prédécesseurs qui ont demandé quasiment aussi que le médecin généraliste s'investisse dans ce genre d'actes pour créer des consultations et de l'activité. Le problème d'hier n'était peut-être pas celui d'aujourd'hui, et c'est pas parce qu'à une époque il y a eu un numerus clausus parce qu'il y avait trop de médecins que on oublie de regarder un petit peu quand on se projette et qu'on n'anticipe rien du tout. Aujourd'hui, les médecins demandent de récupérer du temps de soins et de ne pas le gaspiller à faire de la papasserie. Donc déjà, si on pouvait simplifier au niveau administratif ces choses-là, pendant le Covid, par exemple, il y a eu une très bonne idée, c'était l'arrêt de maladie Covid autodéclaré. Pourquoi aujourd'hui, ce ne serait pas possible pour une gastro ou pour une grippe que le patient puisse s'autodéclarer ? Il y a des patients qui viennent au cabinet juste pour un arrêt de travail, pour justifier auprès de leur employeur. Vos confrères du mouvement Médecins pour demain, eux, réclament un prix de consultation à 50 €.
Je ne crois pas que vous soyez sur cette ligne-là. Pour vous, quel est le juste prix d'une consultation ? Aujourd'hui, effectivement, notre acte a besoin d'être valorisé. Notre travail a besoin d'être valorisé. C'est dans le but également de redonner du sens à notre travail. Le prix de la consultation mérite, comme dans tout autre métier, de suivre le coût de l'inflation. Donc cette consultation de base mérite d'être montée et on demande à avoir une consultation à 30 €. Par ailleurs, notre travail devient de plus en plus compliqué et complexe. On prend en charge des patients avec des pathologies multiples. On voit énormément de patients qui sont en souffrance morale, qui nous prennent beaucoup de temps en consultation. On s'investit dans des visites, dans le maintien à domicile des patients âgés, polypathologiques. Il est difficile d'avoir accès aux spécialistes à l'hôpital, ce qui fait qu'on gère beaucoup plus de choses dans nos cabinets par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et ça, c'est pas valorisé à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une consultation de courte durée pour une pathologie virale est aussi bien rémunéré que quelque chose qui va nous prendre 3/4 d'heure ou 1 heure au cabinet. Donc on demande à ce que cette complexité et cette spécificité qu'on a en tant que médecin généraliste soit valorisée à ce moment-là et qu'il puisse y avoir des niveaux de rémunération qui soient supérieurs dans ce cadre-là. Depuis quelques jours, on parle beaucoup du prix de la consultation. D'ailleurs, toutes mes premières questions ont posé là-dessus. Pourtant, depuis des années, il y a eu des aides à l'installation qui pouvaient aller jusqu'à 50 000 €, des exonérations d'impôts sur le revenu, des aides à la prise en charge sur l'investissement immobilier, la construction de maisons de santé, la prise en charge de secrétaire médical ou autre. Ça n'a pas réglé le problème de l'intérêt de la médecine générale auprès des étudiants. Ça n'a pas forcément donné envie plus de s'installer, et notamment dans les zones tendues comme la Charente. On peut penser que ce n'est pas qu'une question d'argent. Donc, quand vous dites dégager du temps médical, vous proposez quoi ? On s'y prendrait comment ? Qu'est-ce que vous demandez pour pouvoir dégager du temps médical et que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier, au-delà de la valorisation de l'acte ? Donc, il y a la simplification administrative. Il faut également pouvoir soutenir les équipes de maisons de santé existantes parce que dans les déterminants à l'installation des jeunes, on sait qu'ils vont venir plutôt revenir dans leur bassin de vie familial. Ils veulent également, et des études le montrent au niveau du Conseil national de l'ordre, qu'ils veulent vouloir s'installer dans des équipes déjà formées, éventuellement là où ils ont fait des stages également, et puis dans des lieux de vie où également leur conjoint va pouvoir travailler, ils vont pouvoir avoir accès à des services publics également, et c'est vrai que du coup, ça pose problème à ce niveau-là. Donc, on voudrait, pour donner envie, voilà, il faut soutenir, venez se retenir. L'argent n'est pas le déterminant, effectivement, vous l'avez dit, puisque les aides à l'installation, ce n'est pas ça qui détermine la volonté de s'installer. Justement, toutes ces aides incitatives prises depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui n'ont pas forcément donné de résultats. Il y a toujours 32 000 de mémoire charentais qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce qu'une fois que l'incitatif n'a pas fonctionné, est-ce que finalement il ne faut pas en venir, quelques voix se lèvent pour plaider cette cause-là, sur du coercitif et revenir sur la libre installation des médecins généralistes et leur imposer les zones sur lesquelles ils doivent s'installer, un peu comme les pharmaciens d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez une zone en Charente qui ne demande pas de médecins généralistes ? Si tous les médecins généralistes s'installaient au bord de la mer, ça se saurait. Donc, la coercition, ça fait fuir. Et si on met ça en place, les jeunes ne vont pas venir s'installer. Peut-être qu'il faut avoir une réflexion sur où c'est plus intelligent de venir s'installer, mais je rappelle que les services publics sont désengagés de certaines zones et que ce n'est pas forcément l'opposition entre la campagne et la ville, puisque en Charente, il y a eu beaucoup plus d'installations en campagne que sur Angoulême et Cognac réunis ces dernières années. Donc c'est bien un truc, quelque chose de global à réfléchir pour motiver, mais c'est sûr que la coercition n'aura qu'un effet repoussoir. D'accord. On a, vous l'avez dit, les services publics sont aussi désengagés des zones rurales ou autres. On a une pénurie de médecins à l'hôpital, il y a une pénurie de spécialistes, une pénurie de médecins généralistes. Finalement, est-ce qu'on n'est pas condamné à attendre que la libéralisation du numerus clausus fasse son effet et à attendre
des résultats positifs dans 7-8 ans et à devoir juste serrer les dents avec fatalité jusque-là. Si on attend et qu'on continue à prendre des décisions comme on prise aujourd'hui, ça va même s'aggraver. Aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de médecins qui ne font que de l'intérim dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a des remplaçants qui ne veulent pas s'installer. Est-ce qu'on se demande pourquoi ? Parce que c'est plus intéressant de faire de l'intérim sans être engagé, parce que c'est plus intéressant d'être remplaçant sans s'engager complètement dans une activité qui ne convient pas complètement. Mais justement, vous comprenez vos confrères qui préfèrent faire que du remplacement 2 semaines dans le mois et les 2 autres semaines ne pas forcément exercer ? S'ils sont amenés à avoir des contraintes trop importantes et un mode d'exercice qui ne leur convient pas, c'est beaucoup plus facile d'aller faire une activité un peu dégradée, simple, plutôt que de s'investir pour le même prix dans des actes complexes qui prennent beaucoup de temps. C'est là où on voit la dérive. Pourquoi il y a des télécabines qui se développent ? Pourquoi il y a de plus en plus de systèmes de téléconsultation, de plateformes de téléconsultation qui se développent? Les gens préfèrent aller là-dedans. Ils ont beaucoup moins d'embêtements. Mais le problème, c'est que ça désorganise complètement le soin et on arrive à appauvrir complètement la qualité de la prise en charge des gens. Et à passer à côté des choses. Enfin, pour avoir testé une fois une téléconsultation, bon, ça va pour quelque chose de bénin. Nous, on les voit derrière. Mais la téléconsultation, ça peut être utile lorsqu'on est le médecin traitant du patient et qu'on le connaît. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on ne le connaît pas et qu'à travers une téléconsultation, une caméra, il faut la regarder au fond de la gorge, écoutez, sur l'ordonnance, on voit bien que le médecin, il se protège parce qu'il ne sait pas et que la liste des médicaments, elle est bien longue. Dans votre viseur, vous avez aussi la loi RIST qui doit entrer en vigueur début avril de mémoire et qui devrait permettre aux patients d'accéder directement à certains professionnels de santé comme les kinés, certaines infirmières ou autres. Ça, vous êtes contre. Pourquoi ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire benoîtement que ça vous permet de vous concentrer sur les patients les plus compliqués ou les tâches les plus compliquées. Nous, la coopération, la coordination, on connaît. Ça fait des années qu'on travaille avec des infirmières de santé publique asalées dans nos cabinets, donc on sait le faire. Ça fait des années en Charente qu'on a monté des maisons de santé pluriprofessionnelles avec des infirmiers, des pharmaciens, des kinés, des podologues, des psychologues, des orthophonistes. On sait ce que c'est la coordination. Ce que la loi RIST propose, ce n'est pas de la coordination. C'est multiplier les possibilités d'accès sans aucune coordination. Ce n'est pas s'envoyer un courrier ou passer un coup de téléphone de temps en temps qui fait de la coordination, qui fait de la qualité de soins. Il faut qu'on puisse se rencontrer, nous, dans nos cabinets, en maison de santé. On se croise quasiment tous les jours. On discute des dossiers, on fait des réunions ensemble pour discuter de ça. Donc, établir, on a un logiciel commun. On a le même dossier. Donc, on ne peut pas juxtaposer les gens comme ça. Ce n'est pas ça de la coordination. Il faut qu'il puisse y avoir un lien, il faut qu'il y ait un minimum un dossier commun, et il faut qu'il y ait des moments où il faut qu'on soit en lien avec le médecin. Le médecin doit rester le chef d'orchestre de ça. Et effectivement, après, dans une équipe de soins, on peut décider de déléguer certaines tâches. On le fait dans les maisons de santé pour certains protocoles de prise en charge, avec les professionnels autour des patients que l'on connaît. Justement, dans ces maisons de santé, il y a d'autres professionnels. Donc, il y a plusieurs médecins généralistes, il y a d'autres professionnels, il y a des secrétariats, des tâches administratives. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir vous libérer plus justement de temps de médecine ? Vous disiez tout à l'heure que l'administratif, vous prenez trop de temps. Extérieurement, pourtant, on a l'impression que dans une maison de santé, il y a ce qu'il faut pour prendre en charge l'administratif. C'est qu'il manque de secrétaire médical également ? Nos secrétaires médicaux sont complètement débordés par le téléphone. Voilà. Il y a des cabinets qui préfèrent pas avoir de téléphone d'ailleurs. Il faut qu'on puisse investir dans des assistants médicaux aussi. Il faut nous aider à ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes de locaux. Donc, il y a des maisons de santé qui arrivent à investir, à se développer, mais d'autres qui ont des difficultés, peut-être qu'il faudrait les soutenir. Et là, les EU auraient toute leur place là-dedans. C'est là-dessus que vous attendez l'État, plutôt que sur des contrats d'engagement territoriaux et de vous redemander de vous engager. S'il y a des besoins, voilà. Il y a des maisons de santé qui sont limitées pour s'étendre parce qu'elles ne peuvent pas recruter, il n'y a pas de bureau. Et ils reçoivent des internes, des étudiants qui seraient prêts à rester dans des équipes parce qu'ils s'y sentent bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bureau.
C'est quand même dommage de passer à côté de ce genre de choses. C'est illusoire de penser que les médecins aujourd'hui, un cabinet de 2 ou 3 médecins va s'ouvrir spontanément aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Les médecins, les jeunes veulent venir s'intégrer dans des équipes déjà existantes. Récemment, vous parliez de stages et d'étudiants. On a pu voir, c'était dans le Cognacet, où aucun médecin ne voulait prendre en stage d'étudiants en médecine générale. Votre profession doit aussi, du coup, se mobiliser pour donner envie de faire ce métier et former. Oui, tout à fait. Être maître de stage, ça prend du temps. Donc, il faut aussi que ce soit valorisé. La formation initiale est très importante. C'est là où on va donner envie. Voilà. Moi, je suis passé dans mes stages. C'est ça qui m'a donné de faire médecine générale. Voilà ce que je vais vous demander. Vous, qu'est-ce qui vous a incité à faire cette spécialité? Voilà. Je suis venu. Voilà. Moi, je suis allé dans des cabinets de médecine générale. J'ai vu quel était le métier, que c'était un beau métier, et que c'est ça qui m'a donné envie. Puis j'ai rencontré des équipes, et puis une équipe dans laquelle j'avais envie de m'installer. Donc voilà. C'est les mêmes déterminants que les jeunes d'aujourd'hui, en fait. Hein. D'accord. La suite du mouvement, c'est quoi aujourd'hui? Donc il y a des négociations actuellement avec l'assurance maladie. A priori, elles sont mal parties parce que votre profession ne veut pas entendre parler de ce contrat d'engagement territorial. D'autres journées cabinet mort sont prévues dans les prochains jours ou semaines, ou on n'en est pas encore là? On attend que la phase de signature conventionnelle passe. Voilà, il ne devrait pas y avoir de surprise, et donc on devrait s'en remettre à un règlement arbitral qui va se faire à la suite. Sur les modes d'action, on est en train de réfléchir effectivement à quel type d'action pourrait avoir lieu. C'est pas anodin. Voilà, nous, ça nous fait pas plaisir de fermer nos cabinets. Ça nous fait pas plaisir de désorganiser déjà des plannings surchargés. Ça nous fait pas plaisir de ne pas prendre en charge les patients sur quelques jours. Donc voilà, on peut réfléchir à des modes d'action. Pour l'instant, ce n'est pas déterminé. D'accord. Et la loi RIST, vous demandez son retrait total? Ou seulement l'application? Il y a plein de lois qui ne sont pas appliquées. Voilà. Ce serait une de plus. Ce serait une de plus. La navette parlementaire, je crois, n'est pas totalement terminée. Mais voilà. D'accord. Vous n'allez pas en entendre parler, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, docteur Raymond. Je vous souhaite bon courage. Vous laissez retourner à votre cabinet auprès de vos patients qui doivent vous attendre. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est l'invité. Merci à tous.